Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. En cette période compliquée de confinement, la notion de temps évolue, les journées sont moins rythmées et on a peut-être moins l'usage d'une montre. C'est pourquoi j'ai décidé pour ce nouvel épisode de vous parler cette fois-ci d'une pendule, une qui m'a toujours fasciné, il s'agit de l'Atmos. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, cette pendule est produite par Jaeger-LeCoultre. Peu de maisons ont produit des pendules et encore moins en produisent encore aujourd'hui. Alors on dit de cette pendule qu'elle vit de l'air du temps. C'est-à-dire que son mécanisme, et c'est ça qui est le plus important avec cette pendule et qui la distingue un petit peu des autres pendules, est basé sur un gaz qui va être très sensible aux variations de température, et ce gaz va être prisonnier dans une espèce de capsule, et en fonction de ces variations de température, va se contracter, se dilater, et donc faire bouger cette membrane un peu comme un accordéon, et l'alimenter, entraîner le mouvement. Et on dit qu'une variation d'1 degré de température suffit à alimenter la pendule pendant 48 heures. Et alors concrètement, elle peut fonctionner ainsi pendant des années sans aucune intervention humaine. Elle va reproduire un petit peu cette idée de mouvement perpétuel, ce rêve qui était très cher notamment à Léonard de Vinci. Et alors une de ses caractéristiques, c'est de consommer très très peu d'énergie. Et on dit que 60 millions d'Atmos réunis consomment moins d'énergie qu'une ampoule électrique de 15 watts. Et alors quand je parle de ces 60 millions d'Atmos, pour remettre ça un petit peu en perspective, j'avais lu quelque part qu'à ce jour, il y avait moins d'1 million d'Atmos qui avaient jamais été produites. Alors le mécanisme du fait de sa faible consommation d'énergie est conçu pour éviter au maximum les frictions et il ne requiert d'ailleurs même pas d'huile dans ses rouages. Le balancier, lui, il va être suspendu à un fil d'Élinvar, qui est un alliage spécial d'acier, et ce fil est tellement fin qu'il va se tordre dans un sens puis dans l'autre, et c'est ainsi qu'il va entraîner le balancier. Alors l'Élinvar, ça a été inventé par Charles-Édouard Guillaume, qui est prix Nobel de physique, et ce fil, comme je vous le disais, est composé dans un alliage qui, lui, c'est là où ça va être drôle, est très peu sensible au changement de température, et ce fil va aussi être vieilli artificiellement, selon un procédé qui est tenu secret. Ça fait partie un petit peu des secrets de fabrication de la manufacture. Et alors ça, c'était pour la partie un petit peu technique, mais ce qui est intéressant aussi avec la pendule Atmos, ça va être son histoire. Donc elle a été inventée en France en 1928 par l'ingénieur suisse Jean-Léon Reuter. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que cette histoire-là finalement symbolise très bien Jaeger-LeCoultre aussi, parce que comme je vous le disais, c'est à la fois la France et la Suisse, de la même manière que LeCoultre était suisse et Jaeger, lui, français. Donc on retrouve un petit peu cette dualité France-Suisse, là aussi, dans l'Atmos. Et alors lui, il a travaillé sur ce qu'on appelle l'Atmos 0, qui était donc un prototype qui a jamais qui a jamais été produit commercialement. Et ce prototype-là était basé, le gaz qui était contenu, c'était basé sur le mercure. Donc ça posait pas mal de soucis de santé et de sécurité, qui ont été réglés un petit peu par la suite. Mais à l'époque, voilà, c'était l'Atmos 0 fonctionnait comme ça. Et donc un an plus tard, en 1929, la CGR, donc la Compagnie Générale de Radio, va dédier un atelier entier à cette pendule et commercialiser l'Atmos 1, qui sera donc une évolution du premier prototype. Et là, on retrouve des fois ces pendules-là, donc très très anciennes, de 90 ans, avec des plaques qui comportent le nom de Reuter. Et puis, quelques années plus tard, Jacques-David Lecoultre, qui est donc le petit-fils du fondateur Antoine Lecoultre, découvre par hasard la pendule à Paris dans une vitrine d'un horloger. Et en 1932, Jaeger-LeCoultre va devenir partenaire de la CGR et commencer à produire des mouvements. Alors, Jacques-David était tombé amoureux un petit peu de cette pendule, il l'avait achetée. Et puis il l'avait étudié, et c'est comme ça qu'il avait décidé de s'associer un petit peu à ce projet-là. Et donc il développe, comme je vous le disais, des mouvements, et ça va être le nouveau calibre 30A qui sera commercialisé en 1933 et en 1934.
Et un an plus tard, en 1935, la CGR va transférer toute la production à Gégère-Lecoultre, qui va travailler sur l'Atmos 2, qui sortira en 1936. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période-là, les chiffres dans les archives vont un petit peu se chevaucher entre l'Atmos 1 et l'Atmos 2, parce que l'Atmos 1 pouvait être encore de l'ancien stock qui appartenait à la CGR, qui était ensuite récupéré par Gégère et vendu en même temps que Gégère travaillait sur l'Atmos 2. Et la grande évolution notamment de l'Atmos 2, c'était l'usage d'un autre gaz qui est le chlorure d'éthyle, qui était là pour remplacer donc le mercure, et qui est toujours le gaz qui est utilisé de nos jours. Et alors les générations d'Atmos vont continuer à s'enchaîner, principalement avec des évolutions au niveau du calibre, jusqu'au calibre 560, qui est celui qui est utilisé de nos jours. Et cette pendule est véritablement devenue un objet culte, à la fois par son design, mais aussi, je pense avant tout évidemment par la magie un petit peu de sa technique. Et c'est devenu le cadeau officiel de la Confédération helvétique, que l'on retrouve dans les bureaux de Churchill, de Kennedy, de Jean-Paul II, plein d'autres personnes, d'où un petit peu le surnom de pendule des présidents. Et alors, ce qui la rend particulièrement intéressante à mes yeux, au-delà encore une fois de cet aspect technique, ça va être la multitude de styles qui vont être utilisés avec cette pendule-là. Comme je vous le disais, cette pendule a bientôt un siècle. D'ailleurs, je serais curieux de voir ce que Gégère fera dans une dizaine d'années pour le centenaire de l'Atmos. Mais voilà, comme elle a traversé les époques, il y a eu de nombreux cabinets qui ont été développés avec des designs complètement différents. Et je me rappelle quand je travaillais chez Gégère-Lecoultre, j'avais fait une visite de la manufacture comme tous les employés, et il y avait un atelier qui m'avait particulièrement marqué. C'était bien évidemment celui de l'Atmos. C'était donc là où toutes les Atmos sont faites ou sont réparées. Et ce qui était impressionnant, c'est que c'était un atelier qui était particulièrement grand parce qu'il y avait plein d'étagères dans lesquelles étaient rangés plein d'Atmos. Donc voilà, un énorme atelier avec plein d'Atmos de styles différents. C'était vraiment très impressionnant. Et puis on pouvait voir toute la qualité et tous les designs qui avaient été faits avec cette pendule. Et puis alors, Gégère a fait plusieurs partenariats pour cette pendule, par exemple avec le designer Mark Newson. Il y avait une Atmos très très célèbre aussi qui avait été faite avec Hermès en cristal. Enfin voilà, il y a plein en marqueterie de bois, plein de styles différents qui la rendent très très intéressante. Il y a aussi des complications qui ont été rajoutées petit à petit, notamment des phases de lune ou l'affichage des mois par exemple. Et puis ce qui est intéressant aussi avec l'Atmos, c'est que autant on a priori que 2 poignets et on porte une montre qu'à un seul des poignets en général, autant à moins d'être un étudiant dans un 9 mètres carrés, on vit dans un endroit où on a plusieurs pièces et potentiellement on pourrait avoir une Atmos dans chaque pièce, quoi qu'il y aurait aussi un énorme style en tant qu'étudiant à avoir une Atmos dans sa petite chambre d'étudiant. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que on peut vraiment varier les plaisirs et c'est toujours sympa d'avoir cette pendule là chez soi. Et puis aussi évidemment, comme je vous disais, le mouvement perpétuel est particulièrement intéressant. C'est une pendule qui est hyper silencieuse, qui est totalement écologique. Enfin voilà, c'est vraiment un objet à part, différent et qui a énormément de charme. Puis aussi, ce qui est intéressant de souligner, c'est que on peut faire de bonnes affaires avec une Atmos, parce que si aujourd'hui une Atmos neuve dans le commerce est vendue à quasiment 7 000 €, si on en achète une d'occasion, on peut l'avoir à un prix beaucoup plus attractif. Par exemple, aux enchères, on en voit vraiment tous les jours partir à 600, 700, 800 €. Alors des fois elles sont en état de fonctionnement, ou des fois elles le sont pas, et dans ce cas-là, faut compter, je sais pas, entre 500 et 1000 € pour la remettre d'aplomb. Mais voilà, on peut considérer que pour 1500, 2000 € grand maximum, on peut déjà avoir des très belles pendules parfaitement fonctionnelles, révisées, qui sont prêtes à fonctionner pendant des années et des années. Et en fait, comme je vous le disais, de par sa construction, sa faible consommation d'énergie, etc., c'est vraiment des pendules qui peuvent tenir
10 ans, 20 ans, 30 ans sans avoir besoin d'une révision, ce qui est pas le cas de la plupart des montres. Et souvent, ce qui va se produire, c'est ce qui va nécessiter une révision, ça va pas être véritablement la pendule en elle-même, mais ça va être plus des facteurs indirects comme l'humidité, etc. Mais si autrement, théoriquement, elle pourrait durer vraiment une éternité. Et donc voilà, il y a vraiment cette possibilité de faire de bonnes affaires. Et ce qui était intéressant aussi avec la pendule Atmos, c'est que alors j'en avais déjà parlé dans un autre épisode du podcast. Je fais partie des personnes qui croient qu'on peut effectivement acheter une montre en ligne sans l'avoir essayé, si tant est qu'on la connaît déjà ou qu'on l'a essayé par le passé. Mais voilà, toutes ces réflexions-là finalement n'ont pas de sens avec une pendule, parce que bien évidemment personne ne va essayer une pendule. Ça se porte pas au poignet, ça se porte pas autour du cou, et quand bien même ça se pose sur la cheminée, mettons, personne va l'essayer chez soi. On va évidemment se le représenter, et donc voilà, ça en rend un objet qui est particulièrement adapté à la vente en ligne. Et notamment, je me répète, aux enchères en ligne, sur eBay, etc. Enfin bref, n'importe où on peut trouver une jolie pendule à acheter en ligne. Donc c'est vraiment facile à trouver, à acheter. Et finalement, il y a toute une infinité de possibilités parmi celles qui sont disponibles actuellement en ligne. Il suffit juste de trouver le style de pendule qui vous plaît, voir un petit peu à quel prix ce design-là se vend, puis voilà, trouver la bonne affaire. Voilà, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur cette pendule mythique. Je vous encourage à en dénicher une à un bon prix lors d'une vente aux enchères, et vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.